Un peu particulière de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Nous sommes en situation mixte puisqu'il y a à la fois une partie de collègues présents. Je les félicite, mais je remercie également ceux qui ont accepté de participer par le système numérique à cette réunion de l'Office pour permettre justement sa tenue, car nous n'aurions pas pu fonctionner en plein effectif dans cette salle Médicis. Alors, à l'ordre du jour, nous avons question majeure, c'est le rapport annuel pour 2019 de l'Autorité de sûreté nucléaire qui va nous être présenté par le président de l'ASN, M. Bernard Doroszczuk, et son directeur général, Olivier Gupta. Je salue l'un et l'autre et le remercie de leur présence. Je voudrais naturellement saluer Cédric Villani, le premier vice-président, et qui représente ici l'Assemblée, et saluer l'ensemble des collègues présents ou connectés, et dire aux membres du collège de l'autorité de sûreté nucléaire qui ne peuvent pas participer, mais qui suivent, j'en suis certain, cette réunion, toute la sympathie et l'estime que leur travail procure et suscite chez mes collègues parlementaires. Je salue Madame Cadet-Mercier et Madame Évrard, ainsi que messieurs Chaumet-Riffaut et Lachaume. Voilà, alors c'est la deuxième fois, cher Président, que nous vous entendons. Cette audition est liée à la loi du 13 juin 2006 que Bruno Sido et moi-même connaissons bien, puisqu'elle a en partie réglé les problèmes de la sécurité en matière nucléaire, la transparence et la réactualisation de la loi de décembre 91 sur la gestion des déchets nucléaires. Et cette loi du 13 juin 2006 prévoit la présentation du rapport annuel de l'ASN devant notre office, tant il est vrai que notre office a une histoire et nous avons bénéficié des travaux d'un historien du CNRS, je crois, il y a quelques mois de cela, une histoire qui est extrêmement liée à la volonté du Parlement de mieux faire connaître à nos compatriotes le travail de la filière électronucléaire en général et de la sécurité nucléaire en particulier. Alors, vous étiez venu en mai 2019 et vous aviez, avec beaucoup de sérénité mais de détermination, sonné l'alarme sur la nécessité d'un ressaisissement de la filière nucléaire pour le maintien des compétences industrielles, problème majeur, compétences industrielles nécessaires à la qualité des réalisations et à la sûreté des installations. Et c'est à cette occasion, cette séance du 16 mai 2019, que vous étiez intervenu avec beaucoup de clarté et sur la question qui est toujours pendante, mais qui évolue, je crois, favorablement, des soudures de l'EPR de Flamanville. Les soudures de ce réseau principal-secondaire ou secondaire-principal, c'est un raccourci un petit peu surprenant, mais enfin, on a bien compris que c'était à la fois important, mais que ce n'était pas, c'était de l'eau chaude, sous pression, mais qui n'était pas, elle, théoriquement contaminée, enfin nucléarisée en quelque sorte. Nous avons d'ailleurs, dans le sillage de cette réunion du 16 mai, le 17 juillet, organisé une table ronde publique assez vivante où les gens se sont dit les choses avec beaucoup de politesse mais beaucoup de rigueur intellectuelle, ce qui est plutôt satisfaisant puisque nous avions votre présence naturellement, celle de l'IRSN, des représentants d'associations impliquées dans le suivi de la sécurité nucléaire et naturellement les deux grands acteurs que sont à la fois EDF directement impliqué et Orano. Aujourd'hui, je crois que il y a une évolution qui est engagée. Je pense que vous nous en parlerez. Et je suis convaincu, en tout état de cause, ça c'est ma certitude absolue, que la condition du nucléaire, c'est la transparence et que tout ce qui y contribue est parfaitement bienvenu.
même si on peut, à tel ou tel moment, déranger des certitudes qui ne seraient pas suffisamment consolidées. Vous allez nous dire, j'en suis persuadé, dans votre intervention, ce qui s'est passé depuis. Vous avez une année 2019 qui est extrêmement riche, puisque vous avez commencé le réexamen des réacteurs de 900 MW. Vous avez suivi naturellement, et Madame Émilie Cariou, malheureusement, n'est pas avec nous ce matin, l'avancement du célèbre PNG-MDR, Programme national de gestion des déchets et matières radioactives. Et pour le programme débat pour lequel vous avez joué un rôle essentiel, et naturellement, je suis certain que vous insisterez sur l'engagement des procédures de démantèlement avec la réflexion sur Fessenheim. Fessenheim est arrêté, n'est pas encore démantelé, là, ça ne commence pas du tout. Enfin, les travaux n'ont pas commencé, mais ils sont déjà, dès maintenant programmés. Donc nous avons un ordre du jour extrêmement riche, ce qui fait que je vais parler moins longtemps, mais je tiens à céder la parole à Cédric Villani, qui nous a rejoint dans cette salle Médicis du Sénat, et son intervention, à la fois comme parlementaire et comme scientifique, reconnaissons-le, de bon cœur, intéresse l'ensemble des membres de l'Office présents et connectés. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Dorossiuk, Monsieur le Secrétaire général Gupta, Directeur général, pardon, bienvenue dans cette salle. Ce sera la 13e fois aujourd'hui que nous entendrons les représentants de l'autorité de sûreté nucléaire à l'occasion de la présentation de leur rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. 13e fois, conformément à la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière de nucléaire, que nous avons ce rendez-vous. Le président Longuet évoquait il y a quelques instants l'importance capitale de la transparence dans ce sujet si sensible qu'est le nucléaire, un sujet qui a été d'ailleurs à l'origine de la naissance de l'Office parlementaire scientifique dans les années 80, même si l'Office s'est depuis, bien sûr, beaucoup diversifié dans ses intérêts. Et cet exercice de transparence devant la représentation nationale, on a vu à plusieurs reprises à quel point il était important. Le président Longuet évoquait tout à l'heure cette séance au cours de laquelle étaient présentes EDF, Orano et l'IRSN. On pourrait dire, avec un jeu de mots facile, qu'il y avait de l'électricité dans l'air. C'était pour la bonne cause, qu'il y avait une dialectique, disons, assez vive sur les questions de sécurité, en particulier relative à ce dossier de l'EPR Flamanville. Et tous ces sujets, qui intéressent à la fois la question de la souveraineté en matière d'énergie, mais aussi la question de la sécurité, la question de l'information de la nation, nous les revoyons à chaque fois qu'il le faut dans un souci de transparence et de responsabilité. Je remercie pour leur participation les collègues commissaires du président et du directeur général. Je parle de Sylvie Cadet-Mercier, Lydie Évrard, Philippe Chaumerifo, Jean-Luc Lachaume. Et les messages que je vais retenir de votre dernière intervention sont majeurs. L'un concernait la question de l'anticipation des enjeux de sécurité et de radioprotection dans un domaine où le temps long est clé, mais un temps incroyablement long. On se retrouve à avoir des dossiers qui couvrent des décennies, sinon des siècles. Et s'il s'agit de parler de la décroissance de l'activité des déchets nucléaires, on se retrouve sur des ordres de grandeur encore bien plus grands, des ordres de grandeur qui défient l'imagination et qui nous amènent non seulement dans le domaine scientifique, mais dans le domaine éthique. Nous avions un second message majeur sur la question du maintien des marges pour la sûreté, dans un contexte où on a trop souvent l'inclinaison d'aller au plus efficace, au plus serré, et où il y a besoin, bien sûr, de marge. Le troisième message concernait le renforcement des compétences au sein de la filière. Nous avons vu, au cours des dernières auditions, systématiquement s'inviter des problèmes qui n'étaient pas des problèmes scientifiques ni des problèmes technologiques, mais bien des problèmes de mise en œuvre, des problèmes d'ingénierie, des problèmes d'industrialisation, des problèmes de savoir-faire. Et à coup sûr, cette question va s'inviter et se réinviter dans nos débats. Monsieur le Président, nous comptons sur vous pour un exposé
clair, précis et sans phare de la situation de la sûreté et de la radioprotection au cours de l'année écoulée et l'avancement notamment de ce fameux chantier du réacteur EPR de Flamanville dont nous avons déjà parlé. Nous serions aussi intéressés à vous entendre sur la crise sanitaire, les répercussions que cela a pu avoir sur votre fonctionnement, toutes les réflexions que cela a pu vous inspirer. Nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer cela lors d'une audition récente de l'IRSN consacrée aux incendies dans la région de Tchernobyl. Et nous avions entendu toute la fierté de l'IRSN d'avoir réussi à maintenir toute sa qualité de service au travers de cette crise. C'est important pour toutes les institutions que d'arriver à faire face, quelles que soient les circonstances, surtout pour des questions aussi sensibles et aussi cruciales que le nucléaire. Monsieur le Président, à vous la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, merci de m'accueillir aujourd'hui avec Olivier Gupta pour vous présenter le rapport annuel de l'Autorité de sûreté nucléaire au titre de l'année 2019. Ma présentation s'articulera autour d'un constat général, d'une appréciation des résultats obtenus par les exploitants et dans les différents domaines d'activité, puis du rappel de quelques faits marquants. Compte tenu du contexte, si vous le permettez, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je terminerai mon intervention par quelques éléments liés à la gestion de la situation pandémique Covid-19. Tout d'abord, un constat général. L'ASN estime que le niveau de sûreté et de radioprotection dans les installations et les activités nucléaires a été acceptable en 2019, avec des points positifs que je soulignerai, mais aussi des points qui nécessitent des améliorations. Plusieurs points positifs peuvent appuyer ce constat général. Tout d'abord, dans le domaine nucléaire, aucun incident majeur n'a affecté les installations en service et aucun rejet significatif dans l'environnement n'a été constaté en 2019. L'année 2019 a été marquée par une plus grande prise de conscience par les exploitants nucléaires des défis auxquels ils sont confrontés collectivement, notamment en termes de renforcement des compétences et de la qualité des réalisations. Cette prise de conscience s'est appuyée sur les positions répétées de l'ASN, mais aussi sur les conclusions du rapport FOLS et sur les réflexions collectives engagées par la filière au sein du GIFEN. Les mesures engagées par les exploitants suite à la découverte de fraudes ont permis de progresser. Les analyses des exploitants et les investigations menées par l'ASN sur les quelques cas avérés n'ont pas mis en évidence de risques pour la sûreté. La sûreté des transports de substances radioactives s'est maintenue à un niveau satisfaisant au regard du nombre d'opérations effectuées et les résultats obtenus en matière de radioprotection dans le domaine industriel sont acceptables, même si une vigilance plus forte doit encore être portée aux activités de gammagraphie réalisées sur les chantiers. Enfin, dans le domaine médical, le nombre d'événements significatifs de radioprotection déclarés par les professionnels de santé est demeuré très faible en 2019 au regard du nombre d'actes réalisés sur les patients et de la complexité de certains de ces actes. Derrière ces constats généraux qui vont dans le bon sens, il faut souligner des nuances entre exploitants nucléaires et entre disciplines médicales et des points à améliorer. Chez EDF, tout d'abord, malgré des résultats de sûreté globalement satisfaisants, 2 points de vigilance sont apparus en 2019. La saturation des capacités d'ingénierie et le recul de la rigueur d'exploitation. Ces dernières années, EDF a engagé des modifications ambitieuses de ses installations dans le cadre des réexamens périodiques des réacteurs. En 2019, EDF a réalisé dans des conditions satisfaisantes la première 4e visite décennale d'un de ses réacteurs de 900 MW sur le site de Tricastin. Pour réussir cette opération, EDF a mobilisé des moyens importants d'ingénierie, tant au niveau central qu'au niveau du site, pour concevoir ces améliorations et accompagner leur première mise en œuvre sur le terrain, ce qui était indispensable. Mais l'ASN constate de plus en plus une saturation des capacités d'ingénierie d'EDF et s'interroge sur sa capacité à mobiliser de tels moyens à l'avenir sur les autres réacteurs et donc à assurer avec succès, dans des plannings réalistes,
les réexamens de sûreté. Par ailleurs, au vu des constats qu'elle a effectués, l'ASN considère que la rigueur d'exploitation des centrales nucléaires d'EDF est en recul en 2019. 3 constats peuvent illustrer cette appréciation. Tout d'abord, 3 événements significatifs ont été classés au niveau 2 en 2019 sur le parc nucléaire d'EDF, contre 0 en 2018. 2 d'entre eux mettent en évidence des gestes et des décisions inadaptées des intervenants et le franchissement de lignes de défense en matière de sûreté, comme par exemple sur les sites de Golfech et de Penly. Ensuite, chaque année, l'ASN réalise des mises en situation des équipes d'EDF à l'occasion de ces inspections. Les mises en situation réalisées en 2019, par exemple la simulation d'un départ de feu, une inondation interne ou un rejet de liquide dangereux, ont démontré que la documentation opérationnelle d'EDF n'était pas toujours adaptée à la réalité du terrain et qu'elle contenait des erreurs, voire des instructions impossibles à exécuter compte tenu de la configuration des installations. Enfin, si EDF a davantage privilégié la remise en conformité rapide de son installation après détection d'un écart, l'année 2019 a encore été marquée par la détection de non-conformité résultant de la mise en œuvre de modifications, y compris récemment, ou d'une maintenance insuffisante. Malgré des progrès indéniables, il y a donc chez EDF un effort à faire pour renforcer la rigueur d'exploitation qui fait appel à la compétence et à la conscience professionnelle des intervenants. Chez Oranocycle, l'ASN estime que le niveau de sûreté des installations est demeuré à un niveau satisfaisant en 2019. Le groupe Orano a mis en place une nouvelle organisation, plus centralisée, mais s'appuyant sur des structures dédiées sur site, ce qui a permis d'améliorer la qualité des réexamens périodiques et de mieux maîtriser les risques de vieillissement des installations. Oranocycle a achevé en 2019 la construction de la quasi-totalité des moyens complémentaires de sûreté issus des évaluations réalisées à l'issue de l'accident de Fukushima. Oranocycle est en avance sur ce point par rapport aux autres exploitants nucléaires. Par exemple, l'ensemble des nouveaux moyens destinés à faire face à des situations extrêmes, comme de nouveaux bâtiments de crise robustes ou des moyens d'appoint d'eau complémentaires, ont été mis en place. 2 points peuvent encore cependant faire l'objet d'une vigilance de la part d'Orano. Tout d'abord, la surveillance des prestataires, notamment ceux chargés des contrôles et des essais périodiques, qui restent à améliorer. Et ensuite, la maîtrise des projets liés à la reprise des déchets anciens et au démantèlement, qui connaissent des reports, parfois pour des dizaines d'années, des échéances définies par Orano. En 2019, l'ASN a engagé avec Orano une démarche de contrôle de gestion des projets, avec l'appui de la DGEC, qui sera poursuivie en 2020, puis étendue progressivement aux autres exploitants dans la même situation. Enfin, en ce qui concerne le CEA, l'ASN considère que la sûreté des installations est restée globalement satisfaisante en 2019, malgré un contexte budgétaire préoccupant et des retards significatifs dans la mise en œuvre de certaines mesures post-Fukushima. L'évolution de l'organisation mise en œuvre au second semestre 2019 sur le chantier du réacteur Jules Rovitch à Cadarache est globalement satisfaisante. Mais les enjeux principaux pour le CEA portent sur la poursuite de fonctionnement d'installations conçues suivant des standards de sûreté anciens, aujourd'hui largement dépassés, ainsi que sur le démantèlement des installations et la gestion des déchets historiques. Près de 40 installations du domaine civil ou militaire du CEA sont définitivement arrêtées ou en démantèlement. En 2019, l'ASN et l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, l'ASND, ont examiné la nouvelle stratégie de démantèlement élaborée par le CEA. L'ASN et l'ASND ont confirmé la pertinence générale à moyen constant alloué par l'État de cette stratégie et de la priorisation réalisée, notamment sur les sites de Marcoule et de Saclay, même si la réduction des risques présentés par ces anciennes installations ne sera pas effective avant au mieux une dizaine d'années. L'ASN et l'ASND ont attiré l'attention du Premier ministre sur le fait qu'un effort d'investissement spécifique et le renforcement des équipes de sûreté dédiées à ces projets leur paraissaient nécessaires. Voilà les différentes appréciations pour ce qui concerne les principaux exploitants nucléaires, hors installation de stockage des déchets de l'endroit,
dont le niveau de sûreté est resté satisfaisant en 2019. Les dernières nuances que je voudrais souligner dans le bilan 2019 concernent les disciplines médicales utilisant les rayonnements ionisants. En radiothérapie, les fondamentaux de la sécurité sont en place et les démarches qualité progressent. En curithérapie, la sécurité des soins, la radioprotection des professionnels et la gestion des sources scellées de haute activité sont globalement satisfaisantes. En revanche, dans le domaine des pratiques interventionnelles radioguidées, l'ASN estime que les mesures qu'elle préconise depuis plusieurs années ne sont toujours pas suffisamment prises en compte pour améliorer la radioprotection des patients et des professionnels, notamment pour les actes de chirurgie réalisés dans les blocs opératoires. Des écarts réglementaires sont fréquemment relevés en inspection et des événements sont régulièrement déclarés à l'ASN en raison de dépassements des limites de doses délivrées chez les praticiens interventionnels. L'état de la radioprotection est nettement meilleur dans les services qui utilisent ces techniques depuis longtemps, par exemple dans les services d'imagerie où sont réalisées des activités de cardiologie ou de neurologie interventionnelle. Des progrès sont donc possibles. Pour l'ASN, la formation continue des professionnels et l'intervention de physiciens médicaux constituent probablement les 2 points clés pour garantir la maîtrise des doses délivrées lors des actes interventionnels. Je voudrais terminer ma présentation de ce rapport 2019 en soulignant 3 faits marquants de l'année écoulée. Tout d'abord, et comme vous l'avez rappelé, en 2019, l'ASN a été amenée à prendre une décision lourde d'imposer la réparation des soudures défectueuses sur les traversées enceintes du circuit secondaire de l'EPR de Flamanville. L'ASN a considéré que la nature et le nombre particulièrement important d'écarts survenus lors de la conception et de la fabrication du circuit constituaient un obstacle majeur au maintien en l'état de ces soudures. 3 scénarios de réparation des soudures ont été étudiés par EDF, sur lesquels l'ASN a fait part de son analyse préliminaire des risques et des points sensibles. En octobre 2019, EDF a retenu en priorité un scénario de réparation par l'intérieur des traversées, ce qui nécessite le développement de moyens particuliers d'intervention et ce qui est en cours. La qualification des procédés est en cours, avec une fin de travaux de réparation envisagée à ce stade par EDF au second semestre 2021 et l'ASN est en contact régulier avec EDF pour suivre l'élaboration de ces qualifications. Par ailleurs, au vu des investigations supplémentaires menées par EDF à la demande de l'ASN sur l'ensemble des lignes vapeur et des circuits d'alimentation en eau, c'est une centaine de soudures qui devront être réparées avant la mise en service de l'EPR, des soudures qui sont plus accessibles que les soudures de traversée enceinte. Un autre fait marquant de 2019 concerne la protection des centrales nucléaires face aux risques naturels. L'année 2019 a été marquée par plusieurs épisodes caniculaires et par le séisme du Teil, survenu le 11 novembre 2019. En période de canicule et de sécheresse, les exploitants doivent veiller au bon fonctionnement des systèmes de sûreté, à la capacité de refroidissement du réacteur et à la maîtrise des rejets qui peuvent être affectés par les températures élevées de l'air ou de l'eau ou par les débits trop faibles dans les cours d'eau. Lors des épisodes caniculaires de 2019, EDF a été amené à arrêter plusieurs réacteurs et à réduire la puissance de certains autres. L'ASN n'a pas relevé d'écart par rapport aux consignes à respecter. Néanmoins, face à la répétition de ces événements, l'ASN a demandé à EDF de définir un nouveau référentiel grand chaud à prendre en compte lors des réexamens de sûreté de tous les réacteurs pour anticiper les effets du réchauffement climatique. Un autre événement 2019 est lié au risque naturel, concerne le séisme. Le niveau de séisme pris en compte dans la démonstration de sûreté découle d'un séisme historique relevé dans la zone géographique dans laquelle se trouvent les centrales nucléaires, mais ce niveau de séisme doit être réévalué par EDF périodiquement lors des réexamens ou lors d'un événement nouveau qui se produit dans l'intervalle. C'est ce qui s'est produit en 2019 avec le séisme du Teil, dont le niveau atteint est apparu très proche du niveau historique pris en compte dans la démonstration de sûreté. L'ASN a demandé à EDF de déterminer si ce séisme devait conduire à réévaluer le niveau de séisme auquel les centrales nucléaires de Tricastin et de Cruas doivent pouvoir faire face. Cette analyse est en cours et l'ASN prendra position
sur ce sujet en 2020. Le dernier fait marquant que je souhaiterais évoquer concerne l'élaboration du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, dont vous avez parlé, Monsieur le Président. La préparation du prochain plan a en effet fait l'objet pour la première fois d'un débat public préalable, organisé en 2019 par la Commission nationale du débat public. Le débat public s'est déroulé du 17 avril au 25 septembre. La Commission nationale du débat public et la Commission particulière du débat public ont présenté les conclusions qu'elles tirent de ce débat le 25 novembre. Le ministre de la Transition écologique et solidaire et l'ASN ont communiqué le 21 février 2020 les suites qu'elles envisagent de donner au débat. Je me limiterai à en citer quelques-unes pour illustrer les thèmes prioritaires qui ont émergé des débats. Tout d'abord, une meilleure articulation sera recherchée entre politique énergétique et politique de gestion des déchets, et la gouvernance du plan sera renforcée. Par exemple, la périodicité d'élaboration du PNGMDR sera mise en cohérence avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qui n'est pas le cas actuellement, et l'articulation du plan avec les stratégies d'arrêt définitif et de démantèlement des industriels sera mieux explicitée dans le plan. Pour répondre aux attentes en matière de gouvernance, le fonctionnement de l'instance d'élaboration et de suivi du plan sera clarifié et cette instance sera élargie à des représentants des parlementaires, de la société civile et aux représentants des collectivités locales. Pour répondre aux besoins désormais urgents, le PNGMDR prévoira la mise en œuvre de nouvelles capacités d'entreposage des combustibles usés en tenant compte de l'avis rendu en 2019 par l'ASN sur les options de sûreté du projet de piscine d'entreposage centralisé présenté par EDF. Le plan prévoira en complément l'étude des conditions et les situations dans lesquelles un entreposage à sec des combustibles usés pourrait être utile. Le gouvernement fera évoluer le cadre réglementaire applicable à la gestion des déchets de très faible activité afin d'introduire une nouvelle possibilité de dérogation ciblée permettant une valorisation au cas par cas des déchets radioactifs métalliques de très faible activité après fusion et décontamination. Le PNGMDR formulera des recommandations quant aux modalités de mise en œuvre de telles dérogations en prenant en considération les travaux menés à la demande de l'OPEX par le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. Enfin, le plan précisera les conditions de mise en œuvre de la réversibilité du stockage des déchets à haute activité vie longue, en particulier en matière de récupérabilité des colis, et poursuivra la définition des modalités d'association du public aux étapes structurantes du projet CIGEO. La rédaction du 5e plan et son évaluation environnementale stratégique et la consultation du public auront lieu au début de l'année 2021 et le projet de plan sera ensuite rendu public et transmis à l'OPEX. Voilà, Monsieur le Président et Monsieur le Vice-président, les points du rapport annuel que je souhaitais souligner. Pour finir, et avant de passer la parole à Olivier Gupta, je compléterai brièvement mon propos par quelques éléments liés à la gestion de la situation épidémique actuelle. Avec la crise Covid-19, l'industrie et la filière nucléaire est confrontée pour la première fois de son histoire à une crise sans que l'origine ne soit une cause liée à son activité. Durant la période de confinement, seules les centrales nucléaires d'EDF et les activités nécessaires au fonctionnement de ces centrales, en termes d'approvisionnement de combustible et d'équilibre du cycle combustible, ont été maintenues en service. Les enjeux de sûreté pendant la période de confinement ont donc concerné de mi-mars à mi-avril un nombre limité d'installations et un nombre très réduit d'exploitants, a priori 2 exploitants EDF et Orano. Le contrôle des installations nucléaires en exploitation s'est poursuivi sous des formes adaptées et cette adaptation a été similaire dans tous les pays nucléarisés. Pour faire face à cette épidémie, tant les exploitants que l'ASN ont actionné leur plan de continuité d'activité dont ils disposent en cas de pandémie grippale. L'application de ces plans n'a pas posé de difficultés particulières. La réduction du nombre de personnels et de prestataires spécialisés présents sur les sites a conduit à la réduction importante des activités chez l'ensemble des exploitants et EDF a été obligé de prolonger
les arrêts de tranche et de décaler les arrêts de tranche. Ces décalages ont eu des incidences sur le respect de certaines échéances réglementaires et ont conduit l'ASN à instruire des demandes ponctuelles de dérogation qui n'ont pour l'instant pas soulevé de difficultés. Depuis le 11 mai, les activités nucléaires reprennent progressivement. Dans les prochains mois, les reports cumulés des arrêts de tranche chez EDF et le rythme encore réduit des travaux à réaliser vont imposer une reprogrammation substantielle des arrêts. Par effet domino, cette reprogrammation va largement déborder sur 2021 et sur 2022, voire au-delà. Cette situation conjuguera des effets de sûreté et de sécurité d'alimentation électrique. La stratégie envisagée par EDF à ce stade consiste principalement à décaler l'arrêt de certains réacteurs pour lisser les effets sur la disponibilité du parc ou à envisager un saut d'arrêt pour les réacteurs disposant encore de suffisamment de combustible pour fonctionner pendant l'hiver prochain. Contrairement à d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, EDF n'a pas prévu de réduire significativement son volume de travaux de maintenance et de modification pendant les arrêts réacteurs. Les arrêts sont décalés, mais le contenu des travaux à réaliser et des opérations de contrôle est maintenu pour chacun de ces arrêts. Cette stratégie est favorable à la sûreté. À ce stade, l'ASN estime que l'analyse réalisée par EDF a été menée suivant des hypothèses réalistes du point de vue industriel et prudente du point de vue de la sûreté. Les écarts identifiés au regard des échéances réglementaires de sûreté peuvent être traités dans le cadre de processus connus et déjà mis en œuvre par le passé par EDF, par ASN. Ces décalages de quelques semaines, pour la plupart des cas, ou de quelques mois dans un nombre limité de situations, ont conduit à identifier à ce stade une dizaine de situations qui nécessiteront des autorisations de l'ASN d'ici la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021. Maintenue à ce niveau, la démarche d'EDF est acceptable. Un point de vigilance particulier devra être maintenu par EDF, néanmoins, sur les visites décennales des réacteurs qui sont des arrêts à plus fort enjeu. Ce point fera l'objet d'un examen approfondi entre l'ASN et EDF. Voilà ce que je souhaitais indiquer, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, en termes de présentation du rapport et en termes d'information sur le contexte actuel que nous vivons depuis le début de cette année. Et si vous le permettez, je passe la parole à Olivier Gupta pour vous parler de la manière dont nous avons exercé notre contrôle dans un contexte inédit à la fois en 2019, mais aussi depuis le début de cette année. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Effectivement, ce rendez-vous annuel est aussi pour nous l'occasion de vous rendre compte de la manière dont nous exerçons nos missions. Et sur ce point, il y a une question qui a pu se faire jour depuis que nous avons nous-mêmes d'ailleurs alerté sur la situation difficile de la filière nucléaire, c'est que faisons-nous, ASN, face à cette situation ? Et s'y est ajoutée ces dernières semaines, naturellement, une autre question, vous l'avez relayé, Monsieur le Vice-président, c'est comment réagit l'ASN face à la crise sanitaire que nous traversons, avec, dans les deux cas, un certain nombre de questions sur la quantité des contrôles. Alors, avant même de parler de quantité, il est important de bien focaliser les contrôles sur les sujets importants. Et c'est là notre premier travail, si je puis dire, c'est de porter un diagnostic de la situation et d'en apprécier tous les enjeux. Nous le faisons sur la base de nos inspections, de l'analyse des incidents, du dialogue soutenu et continu que nous avons avec les parties prenantes et les industriels. Et c'est cette évaluation que le président de l'ASN vient de vous présenter. Cette évaluation, ce diagnostic, nous le voulons le plus impartial possible et le statut que vous nous avez donné par la loi est clairement un atout pour cela. Et une fois ce diagnostic posé, c'est seulement une fois qu'il est posé que nous pouvons effectivement faire en sorte d'orienter notre contrôle là où il faut. Et notre action vise à faire en sorte finalement que les industriels focalisent leurs moyens sur les sujets où nous estimons qu'ils doivent progresser. Et je dis les industriels parce que ce sont d'abord eux qui ont les leviers entre les mains, ce sont eux qui sont les premiers responsables de la sûreté. Et quand on parle de redressement de la filière nucléaire, naturellement, c'est d'abord par eux que les choses vont passer. Nous avons nous-mêmes un levier pour cela.
c'est que finalement, quand nous contrôlons, quand nous posons des questions aux uns et aux autres, finalement, nous focalisons leurs moyens, enfin nous contribuons du moins à focaliser leurs moyens sur les sujets que nous estimons importants. Je prends l'exemple de la qualité des réalisations. Bernard Doroszczuk indiquait que c'était une de nos préoccupations en 2019. Pour cela, il faut que les intervenants soient formés. C'est une chose que nous vérifions à deux niveaux. Au niveau stratégique, nous analysons les politiques de formation, la gestion des compétences chez les différents exploitants, et en particulier EDF, avec ces dernières années des forts renouvellements de compétences. Et puis sur le terrain, nous accentuons la pression de contrôle, comme nous savons que c'est un sujet délicat, nous accentuons la pression de contrôle sur ce point, en vérifiant les qualifications des intervenants, en surveillant, en vérifiant les conditions d'intervention et à tout ce qui concourt finalement à la maîtrise des gestes techniques. De la même manière, lorsque nous plaçons un site nucléaire sous surveillance renforcée, ça a été le cas en 2019 du site de la centrale Flamanville 1-2, l'objectif est d'abord de vérifier que l'exploitant a lui-même fait un bon diagnostic de la situation et s'est doté d'un plan d'action qui répond aux différentes difficultés et fragilités qui ont été identifiées. Et c'est cela que nous surveillons de manière renforcée, l'avancement de ce plan d'action et la bonne réalisation des actions. Et finalement, c'est un petit peu la même chose pour la crise sanitaire Covid-19. Nous avons commencé par identifier les enjeux spécifiques de cette crise, qui a été une situation naturellement complètement nouvelle pour l'ensemble des acteurs, pour vérifier que les exploitants ont bien identifié les points de fragilité et ont pris les bonnes orientations, enfin la bonne mesure des actions à mener en matière de sûreté. Et donc, ces dernières semaines, nous avons focalisé notre contrôle sur ces potentiels points de fragilité, que ce soit en termes de sûreté. Alors, par exemple, est-ce que les opérations de maintenance importantes continuent bien d'être programmées, réalisées? Est-ce qu'elles le sont dans de bonnes conditions de sûreté? Est-ce que la surveillance des prestataires est bien réalisée? Ça, c'est le côté sûreté. Et puis, comme nous sommes aussi en charge en termes d'inspection du travail sur les centrales nucléaires, est-ce que les plans de prévention des entreprises intervenantes tiennent compte de la situation sanitaire Covid-19? Est-ce que les gestes barrières sur les chantiers sont bien appliqués? Voilà quelques exemples de sujets sur lesquels nous avons focalisé notre contrôle et donc sur lesquels finalement nous avons poussé les exploitants à faire plus attention. Et donc au total, face à la situation que traverse la filière nucléaire, nous ne sommes pas tant dans l'idée du quantitatif, du plus de contrôle, que du qualitatif, d'adapter les contrôles sur les sujets en jeu pour, si je puis utiliser ces termes, appuyer là où ça fait mal et faire progresser les industriels sur les sujets où ils le doivent. J'ai illustré cette méthode avec des exemples pris dans le domaine du gros nucléaire, mais c'est exactement la même chose dans le domaine du nucléaire de proximité et du nucléaire médical. Alors, tout cela, naturellement, nécessite que nos inspecteurs disposent de compétences adaptées et nous avons plusieurs actions de gestion interne pour développer la compétence et l'expérience cumulée, et en particulier la durée totale de poste de nos personnels au sein de l'ASN ou dans les secteurs du contrôle. J'ajoute, et je terminerai là-dessus, que nos modalités de contrôle, nos exigences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, nous les calibrons avec celles de nos homologues étrangers, celles de nos principaux homologues étrangers, et en particulier européens, pour à la fois tenir compte naturellement des spécificités françaises, parce qu'il y a des spécificités françaises dont nous devons tenir compte, par exemple, le caractère très standardisé du parc nucléaire, qui est unique au monde. Mais aussi, naturellement, nous souhaitons nous inscrire dans les meilleures pratiques internationales et nous souhaitons aussi contribuer à les définir. Voilà, je pourrais vous en parler plus longuement si vous avez des questions sur ce point. Je vous remercie de votre attention. Oui, merci. Non, c'est nous qui vous remercions de votre intervention, de votre travail et de cet engagement à prolonger, poursuivre, maintenir et adapter la mission de contrôle et de sécurité dans ce contexte. Mais là, je voudrais revenir sur le contexte spécifique de l'épidémie du Covid-19. Vous les avez évoqué, Monsieur le Président, qu'au fond, c'était une crise extérieure au monde nucléaire, mais qui s'imposait à lui.
D'abord pour vous, pour l'ASN en interne, vous l'avez évoqué, comment avez-vous géré vos effectifs et la façon d'intervenir de vos inspecteurs en particulier? Est-ce que vous avez été confronté à une perte de moyens, une diminution de moyens très concrètement? Alors, dès l'annonce du confinement, nous avons placé l'ensemble de nos personnels en travail à distance. Donc chacun travaillait depuis chez soi, mais finalement pour l'essentiel, tout ce qui est travail d'instruction, analyse de dossiers, qui se fait sur document finalement, a pu se poursuivre, j'allais dire, pour l'essentiel de façon quasi nominale. Alors je dis quasi nominale et pas totalement nominale parce que naturellement il y a eu une déperdition liée au fait que nous avons aussi certains personnels qui se trouvaient avec garde d'enfants et donc on sait bien que le temps disponible n'est naturellement pas tout à fait le même. Mais si je prends l'exemple du sujet extrêmement important de la préparation de notre position de fin d'année sur la poursuite d'exploitation des réacteurs de 900 MW, cette position générique, nous avons préparé et tenu plusieurs séances du Collège des commissaires dans cette période, donc avec tout un travail préparatoire au niveau des services qui s'est déroulé à peu près au même rythme qu'il l'aurait été en situation normale. Donc nous avons effectivement sur ce volet-là continué à un rythme soutenu notre activité et c'était extrêmement important de le faire. L'adaptation la plus majeure, si je puis dire, que nous avons eue, elle a concerné les inspections puisque nous avons décidé au moment du confinement de suspendre les inspections sur site. Alors pour deux raisons. D'abord parce que l'activité finalement sur site, sur certains sites en tout cas, a beaucoup diminué. Toutes les installations, enfin beaucoup d'installations, pas tout à fait toutes, mais beaucoup d'installations du cycle du combustible et naturellement des installations de recherche ont fermé, tout simplement, ont cessé leur activité. Et puis même celles qui ont continué, en particulier les centrales nucléaires, ont vu leur activité baisser. Il y a eu beaucoup moins d'interventions, notamment de prestataires, de sociétés prestataires pour la maintenance. Tout ça a été étalé sur un temps plus long. Donc l'intensité de travaux a été moindre et il n'était pas illégitime du coup de s'y rendre moins fréquemment. Typiquement, en rythme normal, on y va une fois tous les 15 jours sur une centrale nucléaire donnée, une fois tous les 15 jours. Là, on aura laissé passer un mois et demi, en gros, sans y aller. Et ensuite, on y est revenu une fois que les conditions, d'une part, nous permettent, notamment sanitaires, enfin, disponibilité de gel hydroalcoolique, de masques, etc., ont été retrouvées pour nos personnels. Mais aussi parce que, finalement, nous avons mis en place un contrôle à distance qui nous a permis finalement de suivre assez précisément et assez efficacement quelle était la situation des installations. Quand je parle de contrôle à distance, enfin, et même d'inspection à distance, quand on fait une inspection sur site, ça commence souvent par une réunion en salle avec l'exploitant, on épluche des dossiers et on pose des questions en salle. Et en fait, quand je parle d'inspection à distance, c'est typiquement des choses qu'on a pu faire à distance. On s'est fait transmettre ces documents, on les a épluchés à distance et ensuite on a fait des visioconférences ou des téléconférences pour poser les questions. Et on n'a pas perdu, j'allais dire presque au contraire, en efficacité sur ce point. Après, on a identifié qu'il y avait naturellement des choses qu'on ne pouvait voir que sur site. Et c'est pour ça qu'à partir de la mi-avril, nous y sommes revenus. Et il y a eu, pour être précis, sur la période de 2 mois, 15 mars, 15 mai, donc plutôt en fin de période naturellement, 18 inspections sur site, 12 au titre de la sûreté et 6 au titre de l'inspection du travail, qui au fond nous ont permis de confirmer que ce qu'on avait vu à distance était bien la réalité des choses et que, en particulier sur les questions, comme les points que j'ai évoqués là, dans mon propos liminaire, sur la programmation des interventions de maintenance, sur la surveillance des prestataires, sur les conditions d'intervention des prestataires, les choses avaient été faites comme il le fallait. Voilà. Je poursuis d'interrogation sur les conséquences pratiques et peut-être positives de cette expérience de télétravail, de réorganisation contrainte du travail d'inspection. Est-ce que cela vous conduit à vous dire, tiens, après tout, on pourrait faire les choses différemment?
je prends peut-être. Oui, c'est tout à fait ce que nous sommes en train d'examiner. Tout d'abord, nous avons pu mettre l'ensemble du personnel en travail à distance et réaliser ces contrôles ou inspections à distance parce que nous disposions à la fois d'équipements et d'une infrastructure informatique qui le permettait. Et donc, il y a eu une condition favorable à ce travail qui n'existait peut-être pas dans tous les services de l'État, mais qui était présente à l'ASN. Et ça, c'est un point important en termes de précaution pour pouvoir faire face à ce type de situation. C'est l'équipement dont nous disposons et l'usage, l'application de ces équipements. Ensuite, nous avons, pendant toute la période d'organisation du contrôle à distance, constamment, cela a été dit tout à l'heure, échangé avec nos homologues à l'étranger pour voir comment eux-mêmes faisaient face à cette situation et quelles pratiques ils développaient. Et nous avons pu organiser nos contrôles et notre inspection à distance en tirant le retour d'expérience de ce qui se passait à l'étranger. Et ça s'est passé de la même manière dans tous les pays nucléarisés. C'est un point important. Ensuite, nous avons trouvé un bénéfice. Lorsque nous sommes revenus, ça vient d'être indiqué, sur site, pour vérifier un certain nombre de points, nous avons vu tout l'apport positif qu'avait été celui du travail à distance. Et notamment, nous avons développé des méthodes qui n'existaient pas précédemment. Grâce à des liaisons numériques directes avec les exploitants, nous avons pu contrôler quasiment en temps réel un certain nombre de paramètres d'exploitation que nous ne pouvions pas voir, bien évidemment, lorsque nous étions en situation d'inspection une fois tous les 15 jours sur les sites nucléaires. Et donc, nous avons appris à travers cette pratique de contrôle à distance, à travers ces échanges organisés avec nos homologues à l'étranger, nous avons appris tout le bénéfice que nous pouvions tirer de cette méthode de contrôle. Et notre intention est bien évidemment, à l'avenir, d'organiser nos contrôles de telle manière à ce que nous puissions marier les deux approches, à la fois à distance et sur site. Il y a un élément aussi qui était important dans notre approche de contrôle à distance, c'est que sur les centrales nucléaires, et c'est un cas particulier, nous sommes à la fois inspecteurs de la sûreté et de la radioprotection et inspecteurs du travail. Et donc nous avons pu, à travers ces méthodes à la fois de contrôle et d'inspection à distance, puis de vérification sur site, puisque depuis début mai, nous avons repris des inspections sur site, ciblées notamment sur sur les conditions de gestion de la situation d'épidémie, nous avons pu marier de manière intégrée une approche de contrôle sur la sûreté et sur les conditions de travail. Ce qui n'est pas le cas pour les autres exploitants nucléaires où nous n'avons pas cette responsabilité d'inspection du travail. Donc nous tirons toute une série de retours d'expérience de la manière dont nous sommes organisés, à la fois en termes d'outils d'inspection et de contrôle, en termes d'approche intégrée de contrôle qui doivent être exploitées à l'avenir. Sur les conséquences de ce, pour vous et pour l'exploitant EDF, est-ce qu'il y a des retards significatifs, inévitables, qui peuvent avoir des conséquences, des rendez-vous fixés qui sont nécessairement reportés? Vous avez évoqué un glissement dans le temps qui est bien au-delà des deux mois perdus, qui n'ont pas été complètement perdus. Mais est-ce qu'il y a des rendez-vous, par exemple, justement sur les contrôles des 900 mégawatts sur les 40 ans, qui pourraient être remis sur une période longue et qui serait une cause de problème? Et peut-être une deuxième question, alors qui est plus technique, celle-là. Est-ce que le fonctionnement des centrales nucléaires liées à la diminution de la consommation électrique, à la part plus importante proportionnellement du renouvelable et par voie de conséquence à une exigence de flexibilité plus grande des centrales nucléaires, conduit ces centrales anciennes gérées d'une façon plus flexible à présenter peut-être plus de fatigue, plus de vieillissement. Donc deux questions. Y a-t-il des rendez-vous importants reportés et le comportement des centrales? Madame Préville. Merci pour votre présentation. Alors moi j'avais quelques petites questions sur des choses que vous avez mentionnées. D'abord, alors sur le PR de Flamanville, vous avez parlé d'une centaine de soudures
plus facilement accessibles, est-ce qu'elles seront, alors je ne sais pas si on dit réparées, est-ce qu'elles seront réparées simultanément ou d'ores et déjà, ou est-ce que c'est un plan qui interviendra après et qui devrait provoquer donc un retard encore plus important? Ensuite, vous avez parlé d'un référentiel grand chaud pour les centrales nucléaires. Comment est-ce qu'on se situe par rapport aux limites sur les débits des rivières qui servent au refroidissement? Est-ce qu'on voit déjà arriver peut-être quelque chose qui serait fort préjudiciable à leur fonctionnement? Et enfin, sur les événements, donc vous avez mentionné 3 événements de niveau 2 contre 0 en 2018. À quoi attribuez-vous ces événements? Vous avez parlé de gestes inadaptés et après, je n'ai pas très bien compris, de franchissement, de je ne sais plus de quoi, notamment dans la centrale de Golfech. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Merci. Ça va dire tout de suite, non? Oui. Bon, on va laisser une première réponse ensuite, et puis Cédric. Messieurs. Très bien. Alors tout d'abord sur le réexamen de sûreté des réacteurs de 900 MW. Donc ce qui a été indiqué tout à l'heure par Olivier Gupta, c'est qu'à ce stade, nous n'envisageons pas de report sur la prise de décision générique qui est prévue à la fin de l'année 2020 pour l'ensemble des réacteurs de 900 MW. Donc les études qui peuvent être plus facilement être réalisées à distance, les discussions que nous avons eues au sein du Collège des commissaires de l'ASN nous ont permis de faire avancer ce dossier à peu près normalement, et donc nous envisageons une prise de position sur l'aspect générique à la fin de cette année. C'est indépendant, bien évidemment, des opérations qui sont réalisées sur les sites, et là, qui dépendent d'EDF et des capacités de mobilisation des équipes d'EDF et des prestataires pour réaliser les opérations de contrôle ou pour réaliser les opérations de modification qui sont prévues au moment des arrêts décennaux. À ce stade, au vu des discussions que nous avons avec EDF, nous n'entrevoyons pas de difficultés majeures sur le respect du calendrier des visites décennales. Mais comme ce sont des visites qui sont plus lourdes en termes d'enjeux, notamment pour les réacteurs de 900 MW, qui doivent faire l'objet d'une autorisation de l'ASN délivrée à l'issue du réexamen réalisé réacteur par réacteur, bien évidemment, il est important que le calendrier soit respecté, d'autant que la limite d'échéance de 10 ans est une limite qui est fixée par la loi et qui dépend d'une directive européenne pour l'ensemble des pays de l'Union. Donc c'est un sujet qui mérite une grande vigilance, car les leviers ne sont pas les mêmes que ceux que nous utilisons de manière régulière pour déplacer d'une semaine ou deux telle ou telle opération de contrôle, suivant la réglementation française. Là, nous avons les leviers pour le faire et nous avons l'habitude de le faire. Donc c'est ce que nous allons faire pour les écarts qui ont été identifiés à ce stade. Mais pour ce qui concerne les réacteurs de 900 MW, une vigilance particulière est nécessaire parce que les enjeux sont beaucoup plus forts. Mais à ce stade, nous n'avons pas détecté de problème spécifique. En ce qui concerne la question de la flexibilité ou je dirais des conséquences du mix énergétique, dans le contexte actuel, le principal souci qui doit être le nôtre est celui de marier les objectifs de sûreté nucléaire avec ceux de sécurité d'alimentation électrique. La crise Covid, telle qu'elle se présente, va avoir inévitablement, compte tenu des allongements des arrêts ou des reports d'arrêts, une baisse de la production électrique, au moins sur l'hiver 2020-2021. Et ce que nous voulons attirer comme attention, c'est la nécessité de gérer cette période de telle manière que des marges pour la sûreté restent disponibles, de telle manière que si nous avions à prendre une décision en matière de sûreté, par exemple un arrêt ponctuel d'un réacteur, parce qu'un défaut a été détecté, voire un examen sur plusieurs réacteurs, parce que c'est un défaut générique, il puisse y avoir des marges par rapport à la nécessité de production d'électricité pour que cette décision de sûreté soit prise. Les réacteurs vont plutôt fonctionner à un niveau supérieur à celui qu'ils
pourrait fonctionner si la totalité des capacités d'énergie renouvelable était disponible. Parce que, en fait, ces réacteurs seront moins nombreux connectés au réseau du fait de la prolongation des arrêts et du nombre de travaux à réaliser. Donc, en ce qui concerne donc, les enjeux, pour nous, c'est vraiment l'enjeu de disposer de marges suffisantes. Et ça nécessite une programmation extrêmement fine des arrêts de la part d'EDF. Pour ce qui concerne les questions de Mme Préville, bon, pour l'EPR, depuis la découverte d'un certain nombre d'anomalies sur ce réacteur, il a été demandé effectivement à EDF d'étendre les investigations qui ont été réalisées sur les différents circuits. Et c'est le résultat de ces investigations complémentaires qui ont conduit à détecter un certain nombre de soudures qui ne sont pas conformes et qui doivent elles-mêmes être corrigées. Elles sont beaucoup plus accessibles, elles ne sont pas des soudures de traversée, et EDF s'est engagé dès à présent dans les opérations de qualification et de réparation de ces soudures. Et donc ces soudures à réparer sont en plus grand nombre, mais à ce stade, nous n'avons pas identifié de difficultés en termes de planification pour qu'elles soient réparées dans le calendrier qui a été affiché par EDF. En ce qui concerne le référentiel Grand Chaux et la question de la limitation des débits des rivières. Lorsque, en situation d'étiage sévère, le cours d'eau est faible, la problématique qui se pose à l'exploitant nucléaire est celle du rejet, puisque la dilution du rejet ne peut pas être assurée dans les mêmes conditions que les conditions normales. Et les sites nucléaires disposent à ce jour de capacités d'entreposage des rejets, liquides notamment, donc qui sont stockés en attendant que la situation évolue pour pouvoir ensuite les rejeter au milieu naturel en les diluant. Si ce n'est pas possible, c'est-à-dire si la période d'étiage est trop longue, à ce moment-là, c'est le réacteur qui se met à l'arrêt de telle manière à ne pas produire d'effluents. Donc ces procédures existent, à la fois pour les rejets dans le milieu naturel, comme d'ailleurs les procédures en ce qui concerne de risques liés à la température de l'eau, qui ne permettraient plus d'assurer un refroidissement conséquent, et ceci ne pose pas de difficulté en termes de gestion. En revanche, ce que nous constatons, c'est que les événements caniculaires sont de plus en plus longs et répétés. Et à ce moment-là, il est effectivement difficile de maintenir des conditions de fonctionnement à l'intérieur des bâtiments, notamment pour des effets de température intérieure des bâtiments. Puisque les dispositifs de sûreté qui ont été installés sur les centrales ont été qualifiés pour des températures maximum. Et si ces températures sont au-delà de ces maximums, cela pose des difficultés. Et donc ça suppose la mise en place de systèmes de refroidissement, de conditionnement d'air supplémentaires à l'intérieur des bâtiments pour conserver l'opérabilité des équipements de sûreté. Et tout ceci repose sur la révision de l'aléa, c'est-à-dire une réflexion sur finalement, au vu du contexte historique, au vu des projections qui peuvent être faites, quel est le niveau de température enveloppe auquel chaque réacteur, et c'est différent d'une zone géographique à l'autre, doit être préparé à résister. C'est ça le référentiel Grand Chaux nouveau que nous avons demandé à EDF pour redéfinir l'aléa de telle manière à définir quels sont les équipements qui sont nécessaires pour pouvoir fonctionner dans des conditions sûres. Voilà. Alors, en ce qui concerne les événements de niveau 2 que j'ai signalés comme étant effectivement un signe de recul de la rigueur d'exploitation en 2019, ce qui a été marquant, c'est le franchissement de certaines barrières de sûreté qui sont des barrières de sûreté extrêmement connues, sur des principes qui sont bien connus des opérateurs et qui, en l'occurrence, n'ont pas été respectés, ce qui pose la question de la culture de sûreté. Je vais prendre l'exemple du franchissement de la ligne de défense sur la centrale nucléaire de Penly. C'est un exemple qui a attiré particulièrement notre attention. Il est ponctuel, mais il est significatif d'une perte de repères de la part de certains intervenants. Lorsque l'on intervient dans des opérations de maintenance sur des tableaux électriques qui commandent des systèmes de sûreté, une règle de sûreté assez classique, ces tableaux sont redondants, il y a une voie A, voie B, c'est de ne pas intervenir en même temps sur la voie A et sur la voie B. Ne pas faire la même chose sur la voie A et sur la voie B. Parce que si on fait une erreur sur les deux voies. Lors d'un arrêt sur la centrale nucléaire de Penly,
L'intervention qui était prévue sur un des tableaux électriques n'a pas pu être réalisée. Et donc, il a été décidé par l'équipe du site de reporter cette intervention à l'arrêt suivant. Et à l'arrêt suivant, ils sont intervenus sur les 2 voies en même temps. Malheureusement, un certain nombre de composants qui ont été mis sur les tableaux électriques se sont avérés défectueux. Il n'y a pas eu de conséquences directes pour la sûreté, mais il y avait un risque que les 2 tableaux électriques soient défaillants, puisqu'ils ont fait l'objet d'interventions de maintenance en même temps et d'implantation d'équipements nouveaux qui se sont avérés tous les 2 défaillants. C'est finalement le franchissement d'une barrière de sûreté qui est assez connu. Et le fait d'avoir volontairement franchi cette barrière, ça pose problème. Voilà, c'est ça l'exemple que vous citez. Exactement, exactement. Parce que la rigueur d'exploitation est à la fois faite de compétences, il faut que les compétences soient présentes et mobilisables, mais il faut qu'il y ait aussi une conscience professionnelle, une conscience que on intervient sur des composants de sûreté et que c'est la sûreté nucléaire et que c'est très important de le faire. Donc il y a à la fois la culture de sûreté et la compétence des intervenants. Voilà l'exemple qui nous incite à dire attention, il y a un besoin de ressaisissement en matière de rigueur d'exploitation. Et juste pour continuer sur cette question, Monsieur le Président, vous évoquiez aussi la saturation des capacités d'ingénierie d'EDF à laquelle vous assistiez. Est-ce que, quand vous parlez de saturation des capacités, vous évoquez ces questions de rigueur et de conscience professionnelle ou aussi des questions d'effectifs ? Là, c'est clairement une charge de travail. C'est-à-dire que EDF a un programme extrêmement ambitieux, c'est très louable. Le grand carénage, qui va au-delà du simple réexamen. Tout ceci nécessite un travail préparatoire d'ingénierie qui est conséquent. Les ressources d'ingénierie sont ce qu'elles sont limitées, mais ces ressources sont extrêmement sollicitées. Et nous le voyons bien lorsque nous dialoguons avec EDF en ce qui concerne la planification d'une opération de modification. Souvent, l'élément qui est avancé, c'est nous n'avons pas la capacité immédiate de travailler sur ce projet. Il faut planifier éventuellement cette modification un peu plus tard parce que nous ne pouvons pas réaliser, ce que nous dit EDF, cette modification immédiatement. Donc il y a une saturation de ces capacités de travail des équipes d'ingénierie. Ce qui a été fait sur le site de Tricastin est assez remarquable. Nous avons nous-mêmes constaté que le réexamen de ce premier réacteur s'est bien passé. Et il s'est bien passé parce que les services d'ingénierie centraux conçoivent une modification, mais cette modification, qui est adaptée à un parc générique, peut devoir être adaptée au contexte local. Toutes les installations ne sont pas parfaitement identiques. Pour pouvoir adapter la modification qui a été conçue au niveau central, il faut que des équipes d'ingénierie locale, connaissant bien l'installation, puissent voir ce qu'il faut modifier dans la modification qui a été prévue. Ceci suppose de la mobilisation d'ingénierie centrale et locale. Des équipes spécialisées d'ingénierie ont été déployées sur le site de Tricastin pour réussir avec succès la première VD4 du site de Tricastin. C'est très bien. Mais la question que nous nous posons, c'est est-ce concevable de le faire sur tous les sites, sachant que certaines années, il y aura 4 ou 5 visites décennales en même temps sur le parc nucléaire. Ça nécessite des moyens d'ingénierie certainement supplémentaires, et c'est le point que nous voulons souligner. Attention, il y a une saturation, les délais d'études sont longs, et la mobilisation de l'ingénierie locale posera des difficultés si elle doit être faite sur l'ensemble des réacteurs qui vont connaître leur réexamen de sûreté dans les années à venir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je donnerai la parole à Bruno Sido. Non, à Cédric. Et puis à Bruno Sido. Monsieur le Président, j'aurais 2 questions à vous poser. La première, c'est que avec la crise de la Covid-19, on imagine bien que le niveau de préoccupation des Français aujourd'hui, il se focalise sur les moyens en termes de santé, les moyens des hôpitaux, et que dans les futurs arbitrages budgétaires, on ait des priorités nouvelles, et notamment la question de la santé. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir une conséquence
sur les choix budgétaires en termes de sûreté nucléaire. C'est-à-dire, est-ce que ça peut entraîner des reports? Est-ce que, par exemple, sur les mesures qui avaient été imaginées post-Fukushima, ces mesures qui ont été décidées, est-ce que des futurs choix budgétaires feront courir un risque de retard? C'était ma première question. Et puis, la seconde question porte sur la culture du risque dans notre pays. Est-ce que vous pensez que la culture du risque est au niveau adéquat, suffisant? Je pense, et ce n'est qu'un exemple, à la question des pastilles d'iode à retirer en pharmacie. Je vous remercie. Monsieur le Président. Bon, écoutez, sur la première question, je n'ai pas d'éléments en particulier me permettant d'y répondre. Les choix budgétaires futurs ne sont pas connus à ce stade. Et une partie des mesures post-Fukushima, une grande partie des mesures post-Fukushima ont été d'ores et déjà mises en place. Il reste quelques cas particuliers, notamment les diesels d'ultime secours, qui connaissent quelques retards chez EDF, la mise en place de centres de crise bunkérisés au CEA, par exemple, mais ces projets sont en cours et ils devraient logiquement déboucher dans les mois à venir et pas au-delà. Donc je ne pense pas... Vous avez quand même, Monsieur le Président, cité plus précisément le CEA comme étant financièrement un petit peu étriqué. Je vais y venir. Je parlais des mesures post-Fukushima. Donc en ce qui concerne post-Fukushima, ce sera le 10e anniversaire de l'accident de Fukushima l'année prochaine. Nous serons, nous France, exploitants et autorités, regarder avec attention sur ce qui a été fait en termes d'engagement, de respect des engagements, d'amélioration de la sûreté face à des conditions extrêmes sur les sites. Il y a un certain nombre de retards, mais qui sont explicables et qui devraient pouvoir se combler dans les mois à venir. Et je ne pense pas que les choix budgétaires puissent influencer la mise en place des mesures post-Fukushima. En revanche, et là, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison, c'est un point que j'ai souligné tout à l'heure, c'est un autre volet qui, lui, est un volet particulier, qui est celui de la reprise et du conditionnement des déchets anciens et le démantèlement des installations. Pour le démantèlement des installations, là, on est sur des choix budgétaires, notamment pour le CEA dont les ressources dépendent totalement du budget de l'État. Ce n'est pas le cas pour EDF, par exemple. Et bien évidemment, nous avons, dans le cadre de l'étude que nous avons réalisée avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense, attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les ressources qui étaient allouées à ces opérations, qui sont budgétisées jusqu'à hauteur de 740 millions d'euros jusqu'en 2022, devaient être maintenues, voire augmentées au-delà, pour pouvoir réaliser dans le planning prévu par le CEA les opérations de démantèlement. Il y a sur le site de Marcoule et sur le site de Saclay quelques points sensibles d'installations très anciennes qui comportent un terme source qui est encore relativement élevé et qu'il faudrait pouvoir évacuer assez rapidement. Et c'est sur ce point que nous avons insisté auprès du Premier ministre qui nous a répondu et qui nous a indiqué en avril de cette année le souci qu'il avait de doter le CEA des moyens suffisants pour assurer les opérations de démantèlement et de reprise des déchets anciens dans le planning qui avait été validé. J'ose espérer que ce courrier ne sera pas remis en cause dans le cadre des discussions budgétaires prochaines. D'accord. Je reviens sur la deuxième question. La deuxième question, elle me paraît fondamentale. Et d'une certaine manière, c'est un peu le retour d'expérience de ces 18 mois de mandat qui viennent de s'écouler en ce qui me concerne. Je pense, et vous avez cité aussi, Monsieur le Vice-président, tout à l'heure en parlant de l'anticipation des enjeux, du besoin d'anticipation des enjeux. Je pense qu'il y a un déficit de culture de précaution dans notre pays et qui s'applique également à la situation du nucléaire. Je vais prendre 3 exemples. Depuis de nombreuses années, l'ASN attire l'attention sur l'insuffisance des capacités d'entreposage des combustibles usés. Ça a été dit à plusieurs reprises, c'est dans le plan actuel PNG-MDR pour qu'il y ait effectivement la mise en place de nouvelles capacités d'entreposage des combustibles usés. Il y avait une obligation faite à EDF
de déposer une demande d'autorisation de création pour une telle installation pour la fin de cette année. Cette échéance ne sera pas respectée. Et pourtant, l'ensemble des exploitants nucléaires savent que cette capacité supplémentaire d'entreposage, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'il y a déjà un très haut niveau de saturation des piscines d'entreposage de La Hague. Et en cas d'aléa, sur une installation de retraitement, par exemple, c'est la totalité de la filière qui serait en difficulté s'il n'y avait pas ces capacités d'entreposage. La solution de l'entreposage à sec prendra aussi beaucoup de temps. Et néanmoins, malgré ces alertes répétées, il n'y a pas eu suffisamment de volonté pour pouvoir trouver une solution face à ce risque de manque de capacité d'entreposage. De volonté où? De volonté de la part des exploitants en général, c'est tout à fait clair. Le deuxième exemple, c'est celui que vous avez cité. On connaît qu'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme pour accueillir un site d'entreposage. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Pour avoir accueilli un site un peu particulier, je peux vous dire que j'ai le sentiment d'être un original. On parle de quelle surface, de quel volume, quel ordre de grandeur? Le projet qui a fait l'objet d'une validation des orientations de sûreté, le projet de piscine centralisée d'EDF, de mémoire, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il s'agit de piscines qui sont de l'ordre de grandeur d'une piscine olympique, c'est ça? Hein? Une piscine olympique. C'est pas immense. C'est pas immense. Alors, bien évidemment, vous avez raison, Monsieur le Président, c'est où on la met. C'est pas facile. Bon, donc il faut y réfléchir. Mais en revanche, le problème est connu. Il est connu depuis longtemps. Et construire une telle installation, ça va prendre 10 ans. Donc c'est vraiment urgent. Donc c'est un Entreposage à sec également. Alors, ça fait partie des conclusions du débat public. L'entreposage à sec existe. Orano maîtrise totalement la technologie. Il la met en œuvre à l'étranger. Donc, ce n'est pas un sujet de technologie. C'est Orano c'est Orano qui sera... Mais il y a bien évidemment, il faut travailler sur ce projet. Ça aussi, ça prendra un certain temps. Tout ne peut pas être entreposé à sec. Il faut de toute façon une première phase de refroidissement sous eau. Le MOX ne peut pas être entreposé à sec facilement. Donc on voit bien que les solutions sont compliquées. Mais il faut trouver une solution parce que c'est un défaut de précaution par rapport à un problème qui est clairement identifié. Je viens sur le point que vous soulignez, c'est la pré-campagne de distribution de comprimés d'iode. Il y a eu de très larges communications sur ce sujet, des pouvoirs publics, des CLI, de l'ASN sur le thème. Avoir chez soi des comprimés d'iode, c'est une mesure de protection en cas d'incident nucléaire avec des rejets radioactifs. Et le préfet peut décider dans des temps relativement courts de demander à la population de prendre ces comprimés. Et pourtant, malgré plusieurs opérations, sur la dernière campagne réalisée en 2019, seuls 25% des Français, dans les zones concernées, sont allés retirer en pharmacie les comprimés d'iode. Il y a un défaut de culture de précaution ou de risque, de culture de risque. On n'est pas assez conscient que finalement c'est un outil indispensable pour se protéger. On pourrait faire un parallèle avec les masques d'une certaine Comment manière. cela se compare avec d'autres pays, sur ces questions d'iode par exemple? Je n'ai pas d'éléments. Je peux pas. C'est un point sur lequel je creuserai. Et le troisième exemple qu'on peut prendre, c'est celui qui a été aussi à plusieurs reprises souligné par l'ASN en termes de maintien des marges en matière de production, de capacité de production d'électricité pour pouvoir faire face à un événement qui imposerait l'arrêt de réacteurs. Ça s'est déjà réalisé. Lorsque l'ASN a demandé l'arrêt de certains réacteurs pour vérifier l'état des fonds des générateurs de vapeur parce qu'il y avait des suspicions de ségrégation carbone, plusieurs réacteurs se sont arrêtés sur une courte période pour aller faire ces vérifications de sûreté. Ça s'est produit juste avant un pic hivernal. Donc il faut faire attention de conserver des marges dans les stratégies publiques
en termes de politique énergétique, attention à conserver des marges pour que l'on puisse faire face à des problèmes de sûreté. Donc il y a d'une certaine manière à réinsister, me semble-t-il, sur cette nécessité d'avoir une culture de précaution. Cédric. Merci, Monsieur le Président. Sur la question qu'on a déjà débattu et rebattu et que vous avez évoquée de l'EPR Flamanville, est-ce qu'on peut revenir en détail sur l'état actuel, les différentes étapes et bien vérifier quelles sont sous quelle forme le sujet va revenir à l'Office dans le futur. Sur la question de la prolongation des réacteurs de 900 MW au-delà de 40 ans, vous nous avez parlé du calendrier, des étapes du processus. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents éléments qui sont les plus clés dans l'appréciation, ceux qui sont plus subtils que d'autres, je dirais à quel état de niveau de certitude sur l'ensemble en êtes-vous? Et puis une troisième question. En 2018, vous présentiez devant notre office votre avis sur l'identification de sujets de recherche à approfondir en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Sur ces questions de sujets de recherche à approfondir, dans quelle mesure ces recommandations ont-elles été prises en compte et est-ce qu'il y a lieu de les reformuler, de réinsister dessus? Alors, en ce qui concerne l'EPR, on a beaucoup parlé des soudures, mais bon, ce n'est pas le seul sujet, bien évidemment, qui concerne l'installation. Il y a eu, au cours de l'année 2019, toute une série d'essais à froid, d'essais à chaud, de tests qui ont été réalisés sur l'installation et qui ont, pour la plupart, démontré que cette installation était correctement réalisée et qu'elle pouvait effectivement être mise en fonctionnement. Donc les résultats des essais sont plutôt satisfaisants. Il y a toujours des choses, bien sûr, à corriger à l'issue des essais, mais cette étape indispensable dans le processus de mise en service a été franchie avec succès. C'est sur les équipements les plus lourds qu'il faut avoir une vigilance. On a parlé des soudures, mais nous avons aussi demandé à EDF d'étendre sa revue de conception et de fabrication sur d'autres équipements autres que des tuyauteries, mais qui sont essentiels à la sûreté. Donc ce sont des systèmes de sûreté pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'anomalies qui n'auraient pas été détectées. Nous avons demandé à EDF de nous fournir un bilan sur cette revue que nous n'avons pas encore reçu, mais ce bilan est en cours, et ce qui nous permettra d'avoir une vision globale, à la fois sur la réalisation des essais qui sont nécessaires, la remise à niveau des installations qui sont défectueuses, et puis le contrôle de tous les équipements importants pour la sûreté. À ce stade, comme je l'indiquais tout à l'heure, les contacts que nous avons avec EDF ne nous conduisent pas à identifier de difficultés particulières dans le processus de qualification et dans le processus de remise en état, mais les opérations de soudage qui ont commencé sur le site pour les soudures qui sont accessibles, qui n'ont pas encore commencé pour les soudures de traversée enceinte, puisqu'il faut d'abord qualifier les modes opératoires. C'est un prestataire américain. Les premières opérations de mise au point du procédé de réparation par la traversée sont en train d'être réalisées aux États-Unis. Et donc, tout ceci va prendre un certain temps. Mais à notre connaissance, il n'y a pas de retard de planning. Nous avons également cette année à instruire une demande formulée par EDF d'approvisionnement des combustibles neufs qui pourraient être donc acheminés vers la centrale EPR de Flamanville et entreposés dans les piscines. Sur le fond, cette demande ne pose pas de difficultés particulières. En revanche, l'autorisation a été différée du fait que l'ordonnance du 25 mars ne nous permettait pas de réaliser des consultations du public. Donc ça va être fait. Donc logiquement, ce combustible neuf pourrait être autorisé à rejoindre la centrale de Flamanville au courant de cette année. Donc globalement, le processus de préparation de l'EPR ou de remise en état de l'EPR ou de contrôle de l'EPR semble se passer normalement par rapport au planning qui a été affiché. Mais bien évidemment, je ne peux pas préjuger de ce qui se passera par la suite.
Alors, pour ce qui concerne la prolongation d'exploitation des réacteurs de 900 MW, nous sommes vraiment en phase finale d'élaboration de l'avis générique qui sera mise en consultation du public à la fin de cette année. Il reste encore quelques points de discussion sensibles avec EDF et nous attendons leur ultime proposition avant de statuer. Ces points concernent par exemple l'épaississement du radier. Le radier, c'est le fond du bâtiment réacteur, c'est le sol, qui n'a pas la même épaisseur sur toutes les centrales de 900 MW. Et certains radiers, à épaisseur plus faible, ont été fabriqués avec des bétons très siliceux. Et ces bétons très siliceux ne résistent pas suffisamment au risque de percement du radier en cas de corium en fusion. Et donc la question se pose si, pour certains de ces réacteurs, il faut épaissir le radier et de combien. Voilà. C'est un débat que nous avons qui nécessite des tests particuliers, des essais, un programme d'essai. Mais sur les cuves elles-mêmes, nous n'avons pas de sujet particulier qui reste à traiter. Voilà un exemple. Hein, bon, il reste donc quelques cas, pas très nombreux, mais qui ne sont pas encore totalement tranchés, sur lesquels nous échangeons avec EDF et nous prévoyons de trancher pour cet été. L'IRSN a rendu son avis de synthèse sur l'ensemble des études réalisées par EDF. Donc, cet avis a été rendu public début avril. Et nous consulterons les groupes permanents d'experts de l'ASN en septembre sur le projet de décision qui ensuite sera mis en consultation publique à la fin de cette année. Donc le processus avance, il reste quelques points. Nous pensons aujourd'hui qu'il y aura vraisemblablement de la part de l'ASN la prescription de modifications additionnelles par rapport à celles qui ont été proposées par EDF pour couvrir l'ensemble des champs et des objectifs qui avaient été identifiés dans le cadre du réexamen des réacteurs de 900 MW, dont l'objectif est de se rapprocher le plus possible du niveau de sûreté des réacteurs de troisième génération comme celui de l'EPR. Donc il y a eu des propositions d'EDF en termes de modification. Il y a une instruction lourde et qui est arrivée quasiment à son terme. Il reste quelques sujets encore en suspens et vraisemblablement la conclusion de tout cela, d'ici la fin de l'année, nous conduira à prescrire quelques modifications additionnelles. En ce qui concerne les sujets de recherche, donc nous réévaluons avec notre comité scientifique de manière régulière les thématiques de recherche à privilégier. Nous n'avons pas de moyens financiers pour inciter les organismes de recherche à réaliser des actions de recherche dans les domaines que nous identifions. Donc nous sommes dans une situation un peu difficile. Ce travail est fait, mais ensuite nous essayons de porter la bonne parole auprès des instituts nationaux de recherche, auprès du ministère de la Recherche, pour que les porteurs de projets intègrent les thématiques prioritaires de recherche que nous identifions. Je ne cache pas que c'est très difficile. C'est très difficile d'avoir un pouvoir d'influence sans avoir un moyen d'actionner des moyens financiers. Mais c'est ce que nous faisons et nous essayons de travailler le plus possible avec l'IRSN qui dispose de moyens de recherche pour que les thématiques de recherche prioritaires que nous identifions, si elles ne peuvent pas être portées par des centres de recherche extérieurs, soient intégrées dans les axes de recherche de l'IRSN. Nous avons des axes de recherche qui portent sur le vieillissement. C'est bien évidemment en lien avec la prolongation d'exploitation des centrales nucléaires, pas seulement sur les sujets classiques des matériaux métalliques comme la cuve, qui est bien évidemment un composant essentiel, mais sur lequel il y a eu beaucoup de travaux de recherche réalisés par le passé, mais sur des composants un peu différents, les câbles par exemple, donc les polymères, les câbles, ce sont les bétons. Il y a des sujets qui sortent un peu du champ très largement débattus et explorés par les organismes de recherche. Mais nous avons aussi des propositions de recherche dans le domaine médical. Et il y a une nécessité d'avoir une meilleure connaissance des impacts, notamment des faibles doses, de l'exposition répétée des patients et des enfants, par exemple, au scanner. Donc tout ceci nécessite des études de longue durée pour lesquelles nous essayons de porter ce message auprès des organismes de recherche. Concernant les projets de recherche, nous avons eu l'année écoulée des grosses annonces d'arrêt
de recherche. Quel était le... Mais c'est nom m'échappe, RJH ou c'est Alors, non, c'est pas RJH, c'est le réacteur dont le nom m'échappe, mais pour de test de la fusion nucléaire. Oui, c'est ça. absolument. Réacteur de fusion RJH, qui a été c'est pour abandonné la par... production de radiopharmaceutique. Donc RJH, lui, est un projet qui avance mieux d'ailleurs depuis la fin de l'année 2019, puisque je dirais, l'organisation du chantier a été réorganisée. Ça, c'est un chantier qui va aboutir. RJH, le réacteur Jurlovitch de recherche. réaliser une maquette numérique simplement. J'ai un affreux trou de mémoire. Mais moi également, je ne retrouve pas le nom. C'est le report annoncé par le gouvernement sur le projet de réacteur qui devait effectivement permettre Astrid. Voilà, Astrid, tout à fait. Astrid. Absolument. Astrid. Donc ça, c'est un Qui est projet sur différent. qui est sur notre liste de sujets dont nous devons nous saisir à l'OPEX. Tout à fait. Si Bruno Sido, qui est chez lui en Haute-Marne, manifestement. Bruno. Voilà, merci Monsieur le Président. Je voudrais déjà pour commencer me féliciter avec vous, probablement, que pendant cette période de confinement, il n'y a pas eu d'incident et que la production électrique a continué à perdurer. Ce n'était pas évident, je tenais à le souligner et à féliciter tous les acteurs. Juste avant le confinement, nous avons, avec Émilie Cariou, visité, dans le cadre du PNGMDR, visité Flamanville, le PR de Flamanville, et le site d'Orano. C'est absolument impressionnant. Effectivement, on nous a dit à cette occasion que les essais qui étaient menés étaient, au moment où on est passé, satisfaisants. C'est donc une bonne chose. Ceci étant, on nous a expliqué les soudures à faire et ça va être, semble-t-il, un travail tout à fait considérable. J'espère que les soudures seront bonnes après ces travaux qui seront coûteux. Ma première question, d'ailleurs, c'est qui va payer ces travaux? Est-ce que ce sont les fournisseurs? Est-ce que c'est EDF? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne plus précisément le PNGMDR, puisque Monsieur le Président nous a chargé, Émilie Cariou et moi, de nous en occuper. Chacun conviendra qu'il est difficile pour l'Office parlementaire de donner un avis sur un plan un avis sur ce que dit le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui sort sous PNGMDR. Difficile de donner un avis tant qu'il n'est pas sorti. Mais ça n'empêche pas d'anticiper et finalement de regarder, parce que ce n'est pas la première fois que l'Office parlementaire donne un avis sur le PNGMDR. C'est donc une affaire bien rodée. Il a été évoqué la possibilité de modifier la périodicité de ce PNGMDR, parce que je crois que c'est tous les 2 ans, et ça paraît trop rapproché, parce que finalement, les plans se percutent les uns aux autres entre l'avant-dernier, le dernier, etc. etc. Qu'en est-il sur cette périodicité? Est-ce que cela va changer? Et enfin, ma troisième question concerne puisque finalement, avec notre président Gérard Longuet, je suis concerné par le site de Bure-Saudron et finalement par ce qu'on va mettre éventuellement dans ce stockage. Ma question, c'est de savoir qu'en est-il des déchets bitumineux? Quelle solution va être retenue? Est-ce que l'ASN a une idée sur la question et un avis sur la question? Voilà mes trois interrogations et je vous remercie. Alors, comment voulez-vous vous répartir les réponses? Je vais démarrer. Alors, sur la première question, qui va payer les travaux sur l'EPR? Bon, c'est une question sur laquelle je ne me prononcerai pas en tant qu'ASN. Enfin, c'est une affaire, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais un peu compliquée, parce que finalement, on l'a vu lors de notre séance du mois de juillet, il y a derrière tout ça des erreurs qui ont été commises par certains acteurs en termes d'information des prestataires sur les règles à respecter. Il y a eu des changements de périmètre à certains opérateurs qui étaient
plutôt rattachés au groupe Orano sont maintenant rattachés au groupe EDF. Donc il y a vraisemblablement une discussion contentieuse liée à ces opérations de remise en état, sur lesquelles l'ASN n'a pas à intervenir et n'a pas d'informations particulières. Donc, qui va payer? Ce sont les entreprises qui vont payer, et in fine, bien évidemment, ce sera les clients d'EDF. C'est tout à fait clair. Mais aujourd'hui, dire qu'il y a un responsable évident et unique, ça ne me paraît pas être le cas. Je crois qu'il y a toute une série de discussions contentieuses liées à cette affaire. En ce qui concerne la fréquence de mise à jour du PNGMDR, alors actuellement c'est 3 ans. Le PNGMDR, c'est tous les 3 ans. Et ce que nous avons clairement souhaité, c'est que sa périodicité soit portée à 5 ans. 5 ans, ce qui nous paraît raisonnable, vu les délais d'élaboration, qui sont encore plus longs avec un débat public préalable, et c'est cohérent avec le délai qui est prévu pour les plans de politique énergétique, pour la PPE, tous les 5 ans, avec une projection possible sur les 5 ans qui suivent, 5 plus 5. Je pense que c'est un peu cette mécanique de 5 plus 5 qu'il faudrait envisager pour le PNGMDR, d'autant que, et nous l'avons souligné encore à plusieurs reprises ce matin, les projets sont des projets au long cours. Il faut 10 ans, donc on peut très bien avoir une fréquence de PNGMDR qui soit en dur sur 5 ans, mais sans négliger les sujets qui pointent déjà et qui devraient être intégrés sur les 5 ans qui suivront. Je pense qu'en fait, on est face à un triptyque. Il y a la politique énergétique qui va forcément générer des conséquences en termes d'arrêt peut-être de réacteurs, d'arrêt de filières ou de relancement. Donc la politique énergétique est une des composantes essentielles en matière d'évaluation non seulement des déchets, mais aussi des matières qui sont à gérer. Donc la politique énergétique, c'est un des éléments du triptyque. Ensuite, il y a un deuxième élément du triptyque, c'est la politique industrielle en matière de démantèlement. Et ça, il n'y a pas de stratégie nationale de démantèlement. Chaque exploitant a sa propre logique, sa propre perspective industrielle et n'est pas confronté d'ailleurs aux mêmes problématiques en matière de gestion des déchets anciens et de démantèlement. Et donc il faut qu'il y ait plus de visibilité donnée de la part des exploitants pour l'élaboration du plan de gestion des déchets, parce que de ces politiques de démantèlement et de gestion des déchets dépendent des décisions à prendre dans le plan qui est défini. Et puis, bien évidemment, il y a tout ce qui concerne les déchets eux-mêmes, la différence d'approche à avoir suivant les catégories de déchets. Et ça, ce sont les projets de fond sur les capacités de stockage ou d'entreposage qui sont nécessaires pour les déchets. Donc, déchets, politique énergétique et démantèlement sont les 3 éléments qui doivent fonctionner ensemble. Et cette périodicité de 5 ans me permet de pouvoir le faire de manière correcte. En ce qui concerne les déchets bitumés, donc effectivement, dans l'avis que l'ASN avait émis sur le projet d'orientation de sûreté fourni par l'ANDRA pour le projet CIGEO, l'ASN avait pointé du doigt le fait que pour les déchets bitumés, il était nécessaire de réaliser des opérations de caractérisation supplémentaires, notamment des risques de réaction exothermique des déchets bitumés, tous ces déchets bitumés n'étant pas de même génération, certains étant mieux connus que d'autres. Et l'ASN avait pointé du doigt sur le fait qu'il fallait envisager une opération de traitement pour pouvoir réduire la quantité et la dangerosité de ces déchets avec des traitements de combustion qui peuvent être des traitements de combustion qui eux-mêmes ont des impacts environnementaux. Donc l'ASN avait demandé à ce que cette situation soit étudiée. Pour cela, l'ASN et le ministère de l'Environnement ont confié à un groupe d'experts internationaux une mission de réflexion. Cette mission a rendu ses conclusions au courant de l'année 2019 et elle a ouvert de nouveaux horizons. Et notamment, elle a conclu que il y avait vraisemblablement une possibilité d'accepter au sein de CIGEO une quantité plus importante qu'initialement prévue de déchets bitumés sans qu'ils soient traités, parce que finalement les hypothèses initiales sur les niveaux de température à partir desquels les réactions exothermiques pouvaient s'enclencher se sont avérées un peu
trop prudente et qu'on pouvait imaginer, avec bien sûr des dispositions de sûreté adaptées sur l'installation de CIGEO, de stocker ces déchets dans des conditions sûres. Et donc ça réduirait, de manière, si cette hypothèse était confirmée, bien sûr, donc il faut encore caractériser les déchets et cette limite de température à partir desquelles des réactions exothermiques sont possibles, ça réduirait d'autant le niveau de déchets à traiter préalablement avant leur stockage, puisque certains d'entre eux pourraient y être stockés directement. Et compte tenu de cela, le groupe d'experts a émis une hypothèse différente, basée sur un retour d'expérience internationale, en disant que si le volume de déchets bitumés à traiter, parce que susceptible d'avoir une température de déclenchement de réaction exothermique supérieure au seuil, peut-être faudrait-il, pour cette quantité plus faible, envisager une option de dissolution chimique qui permettrait de traiter ces déchets par des voies moins impactantes sur l'environnement. Donc ce sont les conclusions de l'étude qui ont été bien évidemment rendues publiques, qui ont été communiquées à l'ANDRA, sur lesquelles l'ANDRA devra travailler et nous intégrerons dans le prochain plan les conclusions à la fois de ces études, mais aussi des propositions que fera l'ANDRA sur la manière de traiter ce sujet, qui a, donc, si je résume, plutôt évolué positivement en offrant plus de perspectives que ce que nous imaginions il y a 2 ans. Bien. Stéphane, est-il dans notre réseau? Je suis là. Eh bien, tu as la parole, merci. Stéphane. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Président de l'ASN. Merci pour votre présentation. Je trouve que c'est un rendez-vous institutionnel qui est vraiment important, qui nous permet de prendre du recul sur beaucoup de sujets liés au nucléaire. Vous venez de l'évoquer avec le traitement, enfin le lien entre le traitement des déchets, le plan énergie. Voilà, on voit que tout ça est lié. Alors vous êtes missionné, si je puis dire, vous êtes missionné pour examiner, pour avoir un regard critique sur la filière, et quand on a un regard critique, en général, on trouve toujours quelque chose à dire. Je compare un petit peu votre mission à celle de la Cour des comptes, et donc on peut avoir un sentiment de document un peu à charge, en tout cas un peu pessimiste sur l'état de la filière nucléaire quand on assiste à cette réunion, mais quelque part, je conçois aisément que c'est tout à fait normal. Il y a aussi des points de satisfaction, vous l'avez dit, et on a tous en tête effectivement ce moment un petit peu de crise l'an dernier avec l'histoire des soudures à réparer et puis sur l'avenir de l'EPR en France. On voit qu'aujourd'hui, un nouvel EPR est en phase d'être acté en Grande-Bretagne. Et nous, on a toujours ces difficultés, donc c'est vrai que ça interroge. En tout cas, on peut se féliciter du règlement de ce dysfonctionnement, un peu plus que ça même, hein, de cette crise sur les soudures qui avait été le point saillant de l'an dernier. Sur le vieillissement, j'ai entendu aussi votre collaboration qui est évidemment étroite et fructueuse avec l'IRSN. Vous le savez, membre du CA de l'IRSN. Il y a un vrai sujet sur le vieillissement de nos filières et pas seulement de nos cuves, l'ensemble du matériel en réalité, donc qui peuvent créer des points de vigilance. Et comme l'ont dit le président et le vice-président tout à l'heure, on a un sujet au sein de l'OPEX sur Astrid, voilà, sur l'arrêt du programme Astrid. J'étais avant le confinement, j'étais missionné avec Thomas Gassillou, le député, pour une mission d'évaluation de cet arrêt du programme Astrid. Évidemment qu'on reprendra, on l'a commencera parce qu'on ne l'a pas commencé, et on prendra ce travail à l'automne parce qu'il nous semble intéressant d'apporter des réponses sur l'opportunité d'arrêter ou pas le programme Astrid. Alors j'aurais juste une toute petite question en fait. Vous concernant, vous avez, c'est presque un point de détail, mais je n'avais pas ça en tête. En tout cas, je n'avais pas souvenir qu'on avait évoqué ça l'an dernier. Il s'agit de l'usage, de l'exposition des patients dans le domaine médical. Vous avez parlé de radiothérapie et de curithérapie
globalement satisfaisant de ce point de vue-là, mais néanmoins sur les actes chirurgicaux, des expositions un peu trop élevées et de manière récurrente. Alors, dans mon introduction tout à l'heure, je comparais votre mission à celle de la Cour des comptes. Lorsque la Cour des comptes fait des observations, ou les chambres générales des comptes font des observations aux exécutifs locaux de manière répétée, en général, on essaie de corriger tout ça dans les meilleurs délais. Donc, je m'étonne un petit peu, vous avez dit que c'était une observation faite depuis plusieurs années. Je m'étonne un petit peu qu'on persiste, en quelque sorte, à observer ce genre d'anomalie dans les dosages de radiothérapie sur les actes chirurgicaux, plus exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus à ce sujet? Je vous remercie. Si vous me permettez, Monsieur le Sénateur, et Monsieur le Président, je demanderais peut-être à Philippe Chaumet-Riffaut, qui est le commissaire, professeur des universités, professeur hospitalier, d'apporter des précisions. Donc on pourrait lui donner la parole. Mais avant, je voudrais simplement dire que la remarque que j'ai faite lors de la présentation du bilan concernait les pratiques interventionnelles radioguidées, c'est-à-dire lorsque le chirurgien voit son geste guidé par une imagerie. Et donc, il est lui-même exposé, et bien sûr le patient, à des rayonnements ionisants pour permettre d'avoir cette image. Et c'est sur ce point-là que nous avons attiré l'attention à plusieurs reprises et sur lesquels nous n'avons pas constaté à ce stade de progrès. Mais je pense que Philippe pourrait, de manière plus générale, sur l'ensemble du domaine médical, utilisant des rayonnements ionisants, nous dire quels sont les points de vigilance que nous avons détectés. Philippe? Oui, vous m'entendez? Allô? Nous vous écoutons et nous vous entendons. Okay. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Juste pour rappeler que l'ASN est en charge de la radioprotection et que dans le domaine médical, il s'agit de 3 spécialités classiquement, la radiologie, la médecine nucléaire et la radiothérapie. En fait, depuis une dizaine d'années, se sont développées ce qu'on appelle des pratiques interventionnelles radioguidées. C'est-à-dire, en fait, c'est l'utilisation de méthodes d'imagerie basées sur des radiations ionisantes pour réaliser des actes qui peuvent être de type diagnostic, de type pose d'un dispositif médical ou des actes chirurgicaux. C'est-à-dire, en fait, on se sert de l'imagerie pour vérifier le guidage ou une pose d'une prothèse ou pour vérifier la qualité d'un résultat. Les 3 premières spécialités que je vous ai indiquées, les professionnels sont dans leur cursus très tôt formés à la radioprotection. C'est une partie très très importante de leur cursus. Le développement des pratiques interventionnelles radioguidées s'est fait à la fois dans des services qu'on appelle radiologie interventionnelle, donc des radiologues qui étaient formés, mais c'est aussi beaucoup développé dans des services de chirurgie orthopédique, chirurgie. Et ces professionnels sont moins sensibilisés à la radioprotection dans leur cursus. C'est pour cela qu'on indique qu'en fait, les constats fréquents que nous avons été amenés à faire, c'est une insuffisance de formation de ces professionnels, l'utilisation des dispositifs médicaux, des arceaux. Les arceaux médicaux, ce sont les dispositifs qu'utilisent les chirurgiens justement pour guider les actes, et d'une insuffisance souvent en ce qu'on appelle les radiophysiciens, c'est-à-dire des physiciens médicaux qui vont aider à optimiser les actes, c'est-à-dire à réaliser les actes dans de bonnes conditions, mais en administrant la dose la plus faible aux patients. Un autre point qui est tout de même aussi particulier à ces pratiques interventionnelles radioguidées, c'est qu'elles se sont développées très très rapidement, et donc il y a aussi un risque pour les professionnels, c'est-à-dire tant qu'on faisait 2 ou 3 actes, c'est pas très important, mais quand on réalise beaucoup d'actes, le personnel médical et le personnel paramédical peuvent s'exposer par eux-mêmes. Donc, il est très, très important, et nous soulignons, de développer une culture de radioprotection beaucoup plus poussée dans ces domaines. C'est pour ça que nous disons qu'on n'est pas tout à fait aujourd'hui satisfait, parce qu'on estime que les mesures qu'on préconise depuis de nombreuses années ne sont toujours pas prises en compte. Et que la situation est meilleure, naturellement en radiologie interventionnelle, que dans les blocs. Oui, Stéphane, tu as ta réponse. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres intervenants, je voudrais poser une question au président de ROSUC et à son directeur général.
qu'en est-il du seuil de libération pour réutiliser des matériaux métalliques, de l'acier, qui a été contaminé par sa proximité de systèmes nucléaires? Parce que nous sommes dans le paradoxe où, en fait, en France, on achète des voitures allemandes, c'est notre droit, qui sont en partie fabriquées avec de l'acier qui a été recyclé en bénéficiant dans ce pays d'un seuil de libération, alors que nous ne pouvons pas le faire en France et que EDF exporte ces aciers ces irradiés, contaminés, en Suède, je crois, où ils ont une petite filiale qui traite ces métaux. Effectivement, Monsieur le Président, c'est la réglementation actuelle en France ne prévoit pas de seuil de libération pour ces matières, sauf dérogation. Voilà. Et en fait, ça résultait d'une situation historique dans laquelle, il y a une vingtaine d'années, un certain nombre de... Enfin, c'est assez basique, hein, un certain nombre de portiques de détection de radioactivité se déclenchaient en général dans les décharges. Et en fait, on avait grand-peine à retracer l'origine de cette radioactivité. Et donc, à l'époque, il a été mis en place un système mettant la priorité sur la traçabilité de la radioactivité dans les installations nucléaires, enfin dans les installations productrices de radioactivité, la définition de zones dans lesquelles est susceptible d'être produite ou activée, en tout cas produite de la radioactivité ou activée des radioéléments, et d'autres zones où de telles matières ne sont pas produites. Et donc, zone à déchets radioactifs, zone à déchets non radioactifs et principe de traçabilité. Et ça, finalement, c'est un système qui a permis, j'allais dire, d'apporter une meilleure garantie sur le fait de ne pas se retrouver avec effectivement des matières radioactives d'origine un petit peu inconnue. Et ça s'est substitué, c'était effectivement le choix qui a été fait en France, à un autre dispositif qui existe dans d'autres pays, qui est le dispositif des seuils de libération. Alors, la situation a évolué effectivement depuis. C'est un des sujets, d'ailleurs, qui a fait partie du débat. Alors, il y a le sujet du démantèlement, naturellement, qui aujourd'hui amène des quantités beaucoup plus importantes que ça n'était le cas à l'époque de matière à se trouver potentiellement dans la situation de devoir ou pas être libéré. Et en tout cas, ces déchets, il faut les gérer. Donc, il y a la question des volumes. Et puis, effectivement, c'est un sujet qui a été amené de façon très claire dans le débat sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Donc, le grand débat qui a eu lieu l'année dernière, c'était une des 5 questions qui ont été posées dans ce débat. Et du côté de l'ASN, nous avons indiqué que nous étions ouverts à examiner des évolutions en ce sens, mais naturellement pas dans n'importe quelles conditions, parce que libérer des déchets en dessous d'un certain seuil, ça implique d'être capable de contrôler de façon suffisamment rigoureuse, et ça dépend naturellement du type de matériaux dont on parle. C'est pas la même chose de libérer des gravats avec potentiellement des agglomérats de radioactivité simplement par nature, enfin par la nature du matériau, et de libérer des métaux qui sont probablement plus homogènes. Donc il y a des questions liées aux matériaux, des questions liées au contrôle, à la mise en œuvre de ces contrôles. Et donc aujourd'hui, finalement, je veux dire, le débat est ouvert au sens où il s'agit pour les industriels de proposer des dispositions, et ensuite nous les examinerons, qui pourraient effectivement permettre éventuellement une telle libération dans des conditions sanitaires acceptables. Ou éloigné, souhaite-t-il poser une nouvelle dernière question? Moi,
je retiens dans les sujets de cette audition le point que vous évoquiez sur la difficulté de culture d'anticipation, et vous évoquiez cette question de l'anthroposage sur laquelle, malgré vos avertissements répétés, aucune décision de long terme n'arrivait à se faire prendre. Et il me semble que c'est le travail, ce serait dans le rôle de l'Office que d'émettre une recommandation spécifique sur ce sujet. Étant entendu, la question étant qui doit influer sur qui, quel est le bon canal qu'on peut se poser. Clairement, cette demande de travailler sur un projet nouveau et complémentaire d'entreposage des combustibles usés figure dans des décisions réglementaires. C'est-à-dire c'est dans le plan, le plan actuel, hein, le 5e plan, qui est un plan pris par le gouvernement. Il y a une obligation dans ce plan faite à EDF de présenter un projet, d'obtenir de la part de l'ASN un avis sur les options de sûreté. C'est ce que nous avons fait en 2019. Nous avons rendu un avis sur le projet de piscine centralisée et ensuite de déposer un dossier de demande d'autorisation de création avant fin 2020. Donc c'est une disposition prise par le gouvernement qui n'est pas respectée nous par nous trouvons bien dans le rôle de contrôle de l'exécutif par le Parlement. C'est notre travail. Alors, peut-être deux questions plus ponctuelles. Le radon. Nous avons 2 arrêtés qui ont été publiés en février 2019 et qui indiquent, parce que le radon pourrait exposer, enfin 12 millions de Français seraient exposés au radon. Et c'est un sujet que je ne connais absolument pas. Et est-ce qu'on peut, en termes simples, dire des choses essentielles sur ce sujet pour rassurer nos compatriotes et les informer? Monsieur le Président, je vais proposer que Anne-Cécile Rigal, qui est la directrice générale adjointe qui suit ces dossiers, parmi d'autres, puisse éventuellement vous donner des éléments d'éclairage et de réponse. Anne-Cécile, elle se met en situation. Très bien. D'habitude, j'en dispose. Tout à fait. C'est excellent et rassurant. Voilà. Donc, sur le radon, effectivement un gaz radioactif naturel qui résulte d'émanation du sol dans certaines conditions géologiques et qui peuvent s'accumuler en fonction de la manière dont sont conçues les maisons et les habitations, peut s'accumuler dans certains lieux. Madame Rigal, nous avons du mal à vous comprendre. Il y a un problème de connexion. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? C'est un léger mieux, mais pas encore suffisant, je le crains. Et ça va? Bon. Alors, et si je parle fort de pas tellement. Peut-être si vous coupez l'image. Alors, on va couper l'image. Est-ce que vous avez une meilleure institution? Ce serait une exagération que de dire qu'il y a une amélioration sensible. Bon. Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait proposer une réponse écrite à cette question? Oui. Oui, tout à fait. Peut-être quelques éléments. Bon, donc le radon est un gaz qui est issu naturellement de de l'évolution de l'uranium. Et donc il est présent, l'uranium présent dans les roches. Et donc effectivement, il y a pour certaines zones géographiques en France pour lesquelles
cette décroissance de l'uranium conduit à l'émanation de ces gaz un certain risque. Et je crois que, de mémoire, le risque de cancer du poumon lié à l'exposition au radon est important. C'est le deuxième facteur de risque de cancer du poumon, juste après le tabac. Donc c'est assez important, notamment lorsque l'on est dans des établissements qui comportent des sous-sols qui ne sont pas totalement étanches ou qui ne sont pas suffisamment ventilés, puisque c'est une émanation qui vient du sous-sol et le gaz s'accumule dans le sous-sol ou dans les espaces qui ne sont pas suffisamment aérés. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait ces dernières années, d'abord de réactualisation de la carte des zones géographiques en France qui sont les plus susceptibles d'émanation du radon. Ça a été fait, donc le risque a été réévalué et nous avons engagé avec les pouvoirs publics, suite à cette réévaluation du risque, donc il y a plusieurs zones, des dispositifs de contrôle, de mesure, finalement, de risque d'exposition au radon, et notamment dans les établissements recevant du public, et notamment dans les établissements recevant des enfants, dans les écoles. Donc il y a des obligations réglementaires de faire des mesures, qui sont des mesures qui prennent du temps. Il faut mettre des moyens de mesure sur plusieurs semaines pour pouvoir évaluer quel est le taux de radon dans l'air. Alors, en fonction du résultat de cette mesure, il y a plusieurs types de traitements possibles. Un traitement possible, c'est d'assurer plus fréquemment de la ventilation. C'est assez simple lorsque le taux de radon n'est pas très élevé. Mais il peut se produire, il y a eu des cas où finalement le taux est très élevé et auquel cas il faut faire des travaux lourds, soit d'étanchéité, soit des travaux qui exactement, avoir une ventilation forcée, ce n'est plus une ventilation naturelle, mais une ventilation forcée. Donc c'est une campagne qui est réalisée de manière périodique avec des échéances de campagne de mesure. Une première campagne de mesure a été faite, donc un certain nombre d'établissements ont été identifiés comme étant à risque radon, et des mesures ont été prescrites par les préfets, puisque ce sont des dispositions qui sont ensuite qui font l'objet de prescriptions réglementaires par les préfets, dans le cadre d'un travail avec l'ARS. C'est tout, tout à fait. Absolument. D'accord. Bien. Nous pourrions vous retenir en otage toute la journée parce que le CGS est absolument inépuisable. Nous voulons à cet instant simplement vous remercier de votre engagement, de la clarté de vos analyses, du courage et de l'indépendance dont vous faites preuve et qui est indispensable à l'acceptabilité de l'énergie nucléaire et de l'utilisation du nucléaire sous toutes ses formes dans notre pays. Et donc, soyez-en remerciés. Et je crois que ce rendez-vous, pour les parlementaires que nous allons informer, est indispensable pour qu'ils répercutent eux-mêmes, lorsqu'ils sont questionnés, ces informations absolument indispensables à la sérénité de nos compatriotes. Merci. Merci à vous.